Y a-t-il trop d'armes en Suisse? Faut-il les interdire ou du moins tenir un registre précis de toutes les armes en circulation? En tout cas, il y a des millions d'armes qui circulent. Avec quelques faits divers, y a-t-il un lien entre les deux? Autant de questions qu'on aborde ce soir dans les débats. Un débat très très chaud avec vos interventions sur Internet, mais bien entendu, comme tous les soirs, nos invités. Le plaisir de recevoir ce soir Marcelo Ebi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Institut de criminologie à l'Université de Lausanne, l'autorité scientifique dans cette discussion, et un représentant du monde politique, Nicolas Daina. Bonsoir. Bonsoir. Membre de l'Union démocratique du centre de l'UDC, et bienvenue. Merci d'être avec nous. Avant de donner la parole sur le contenu du propos des internautes, d'abord peut-être une réaction de part et d'autre sur la vigueur des échanges. Alors, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages sur le site de notre site partenaire Le Matin. Qu'est-ce qu'il y a une sorte de passion pour les armes en Suisse? On a presque l'impression d'être aux États-Unis quand on consulte lematin.ch cet après-midi, Marcelo Ebi. C'est une sorte de valeur helvétique intrinsèque, l'arme? Il semblerait que pour une partie de la population, il semblerait être une valeur intrinsèque. En tout cas, elle est très bavarde, cette partie de la population. Ça fait partie de la culture helvétique, en quelque sorte? Celle qui se manifeste n'est pas forcément la majorité. Ouais. Il y a des personnes qui prennent la parole et qui s'expriment, et d'autres qui ne s'expriment pas. Donc ce n'est pas nécessairement l'arbalète traditionnelle de Guillaume Tell à laquelle on s'attache. C'est des réseaux via Internet qui se développent assez rapidement, qui s'activent, et des personnes qui réagissent. Quel regard vous portez sur cette passion, Nicolas Daina? Je ne sais pas si on peut parler d'une relation passionnelle avec les armes, mais incontestablement... Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. La sphère privée est directement touchée par les notions de sécurité, par la façon de se défendre, par la façon de se protéger. Et je crois que lorsqu'on pose la question de l'arme, de la sécurité, immanquablement, on touche là un des éléments cardinaux de la sphère privée, comme peuvent l'être la santé, par exemple. Effectivement, effectivement. Alors, interdire les armes ou pas, le registre ou non, vos avis, tout d'abord, sur notre page Facebook, Maureen. Celle de Yasmina Morina, Miss Plump Univers, on l'avait reçue sur le plateau. Alors elle, pour elle, interdire, c'est pas forcément efficace. Ce qu'il faudrait envisager, c'est interdire toutes les armes chez soi, à domicile. Créer un dépôt avec un fichier où l'on pourrait les récupérer, dit-elle, quand on veut chasser ou faire son sport, et les remettre immédiatement après. Un peu contraignant, certes, mais je suis rêveuse. Pourquoi pas? C'est une proposition très précise. C'est toujours intéressant de partir sur des exemples concrets. On aura l'occasion d'élargir dans le débat ensuite. Première piste, de se dire, dans le fond, on peut autoriser les armes, mais il faut les rendre, les déposer régulièrement, enfin pas les garder chez soi. C'est une possibilité. C'est ce qu'on a proposé souvent pour les armes de service. Donc c'est l'accessibilité à l'arme qui rend le passage à l'acte plus facile. Compliquer l'accessibilité, ça c'est l'objectif qu'on met sur la table. Une discussion qui pourrait se terminer avec des échanges verbaux ou, à la limite, une altercation physique, a un résultat mortel parce qu'il y a une arme à disposition. Oui. Nicolas Daina, cette proposition qui peut paraître intermédiaire, une sorte de compromis? Moi, j'ai le sentiment qu'une telle disposition conduirait à introduire des embûches supplémentaires pour les honnêtes gens. Les honnêtes gens qui annoncent être chasseur, être collectionneur, faire le commerce des armes. Et il ne faut pas oublier quand même que la plupart des crimes ou des délits, des violences qui sont commises avec des armes à feu, le sont avec des armes qui sont illégalement détenues. Alors d'introduire des obligations pour les détenteurs d'armes qui s'annoncent, et qui le sont déjà officiellement, des obligations supplémentaires, des contraintes supplémentaires, ne permettraient malheureusement pas de résoudre les accès de violence, les pulsions de violence qui sont essentiellement le fait, je le répète, de personnes qui détiennent illégalement. C'est vrai ça, Marcelo Ebi? Alors le problème là, c'est qu'une arme qui est légale aujourd'hui peut devenir illégale demain, parce que si un cambriolage et on prend l'arme, il devient automatiquement illégal, si vous voulez. Donc le fait d'avoir beaucoup d'armes à disposition dans les ménages fait que ce soit un bien précieux pour un cambrioleur, parce que il pourrait se revendre dans les marchés noirs. Donc plus d'armes à la maison, plus de risques d'avoir d'armes qui passent au marché illégal. Oui. Mais donc le fait que ce soit essentiellement des armes illégales qui sont utilisées pour les actes de violence n'est pas un argument, d'après vous? Bon, il faudrait définir d'abord qu'est-ce qu'on entend par légal, illégal. Si légal, c'est conforme à la loi ou non conforme à la loi. Il est enregistré, mais enregistré où? Acheté de manière légale. Mais je ne pense pas... On parle là de vies humaines. Donc si on arrive à épargner une vie,
c'est déjà suffisant pour moi. Beaucoup de réactions, on l'a dit. La majorité des réactions sur le site, par exemple, lematin.ch, vont dans le sens d'une opposition à toute forme de mesure. Hein, je vous le dis déjà d'entrée de jeu. On peut en passer un certain nombre en revue. La première, You Lost It Grave. Ça, c'est du nom, hein, qui nous dit « Ce n'est que du sensationnalisme, ni plus ni moins. Les drames qui arrivent sont regrettables, certes, mais ils sont imputés à leurs auteurs, pas aux moyens employés. Les armes blanches caracolent en tête. » Ça, c'est un premier élément. On peut citer également un deuxième internaute, Clouk78, qui nous dit « Ce n'est pas l'arme qui est dangereuse, juste le type qui s'en sert. Non, je ne rendrai pas mes armes. » Premier élément. Ce n'est pas l'arme qui est dangereuse, mais effectivement le type qui s'en sert. Bon, concrètement, c'est les moyens qu'on utilise. L'arme est un moyen. Si je n'ai pas ce moyen à disposition, une agression, comme je l'ai dit avant, ne terminera pas en homicide. Mais ce qu'on doit voir, c'est l'année passée en Suisse, on a eu 23% des homicides commis avec armes à feu. C'est par rapport au nombre d'armes qu'on a au niveau de la population, c'est pas très élevé, mais quand on compare avec le reste des pays de l'Europe occidentale, on est avec une moyenne qui est supérieure à la moyenne européenne occidentale, qui est de 19% environ. Oui. Donc de compliquer l'accès à cette arme peut être un effet... Peut épargner des vies. Oui. Et en plus, on parle uniquement ici des homicides, mais il ne faudrait pas oublier les suicides, hein, oui, qui sont commis assez souvent aussi avec des armes à feu. Nicolas Dain. Moi, je partage tout à fait l'avis du professeur sur le fait qu'il faut tout faire pour épargner des vies. Naturellement, toute vie qui disparaît en raison d'une utilisation abusive ou d'une arme à feu est quelque chose de regrettable. Néanmoins, il convient. Là, on est en train, il y a une initiative qui circule, lancée par le groupe Mots pour une Suisse sans armée, c'est pas manifestement pas un hasard, qui s'attaque à un certain nombre de moyens, qui propose un certain nombre d'interdictions qui ne résoudront absolument pas le problème de la violence, absolument pas. C'est la rédactrice, je me permets de la citer, c'est la rédactrice en chef du Matin qui dit, à mon sens, une chose très juste, qui dit... Visiblement, et les faits nous le prouvent, ce dernier critère, donc on parle de la capacité à se procurer une arme, est extrêmement difficile à établir dans une société où la tolérance à la frustration est en perpétuelle baisse. On a un phénomène de société, là. Il y a des frustrations qui pouvaient s'exprimer il y a un certain nombre d'années par de la violence, par des coups de poing, par une rixe un peu virile, mais peut-être pas avec la volonté de tuer et la volonté, passez-moi l'expression, de descendre son interlocuteur. Et aujourd'hui, on est dans ce phénomène-là, un phénomène de violence généralisée que vous n'arriverez pas à enrayer, à éradiquer avec une mesure sur les armes à feu, avec une mesurette sur telle ou telle interdiction, ou en contraignant, encore une fois, les honnêtes gens, je pense aux chasseurs, je pense aux collectionneurs, d'aller déposer leur outil dans un arsenal ou dans une caisse gérée par la police ou par le pouvoir public. Vous ne résoudrez pas ce problème-là avec des phénomènes d'interdiction. Pourtant, le nombre d'homicides en Suisse, durant les 10 dernières années, a diminué de manière très importante. Donc, je ne sais pas si c'est vrai qu'on est de moins en moins tolérant à la frustration. Le nombre d'homicides a diminué. A diminué. Homicides consommés a diminué clairement. Donc, en fait, à la base, le problème même de l'augmentation de la violence présupposée, imaginée, est faux. Ce qu'on a remarqué ces dernières années, c'est une augmentation des coups et blessures, par exemple. Mais les homicides ont clairement diminué. Quand vous parlez d'homicides, c'est avec arme à feu ? Les homicides en général. Mais on a, comme je l'ai dit avant, environ un quart qui sont commis avec des armes à feu. Il serait intéressant de voir, dans la mesure où vos chiffres se vérifient, que parallèlement à ça, quelle a été l'évolution du nombre d'armes à feu. Parce que si le nombre d'homicides a diminué et que le nombre d'armes en circulation, on les évalue aujourd'hui entre 2 et 3 millions en Suisse, moi je n'ai pas les chiffres naturellement, mais si ce nombre-là a augmenté en parallèle avec la diminution du nombre d'homicides, je crois que la réponse est déjà trouvée. Il n'a pas nécessairement augmenté parce que la loi s'est endurcie. Donc en fait, il est devenu plus difficile d'obtenir des armes à feu et on a vu en même temps une diminution des homicides. Donc si corrélation il y a, c'est dans le sens contraire. C'est un élément dont il faut se méfier. On a un certain nombre de chiffres, alors vous en avez cité, moi je ne suis pas ici pour les contredire, d'autres sont livrés en disant, je les ai là sous les yeux mais je les lis mal, 580 cas de lésions corporelles graves, seuls 11
11 sur 584 ont été causés par des armes à feu. C'est bien là le problème. Si on entend légiférer, si on entend faire une loi pour le plus grand nombre, vous allez concentrer votre attention sur 11 de 584 cas, et dès lors, vous allez faire une loi d'exception, ce qui n'est vraiment pas dans l'esprit de nos institutions. Mais c'est 11% s'explique, c'est 11 cas 11 seulement, cas sur 584. s'explique parce que les moyens ont une influence sur l'issue fatale. Si on utilise une arme à feu, en général, ça se transforme en un homicide. Et donc, il y a moins de cas de blessures. Cela dit, vous citez Sandra Jean et son éditorial du jour, et on la salue. Vous émettez quand même un point, c'est qu'elle dénonce une passivité coupable de la classe politique. Donc certes, il y a peut-être un climat de violence, mais on attend quand même de la classe politique qu'elle s'attaque à des problèmes futiles, comme vous le disiez, éventuellement minoritaires. Ça reste un problème. L'utilisation de l'arme à feu est un problème, et il faut quand même prendre des... Mais c'est bien, je vous remercie, vous me tendez une perche. La classe politique, en tout cas le parti politique auquel j'appartiens, l'UDC, s'est activé sur le plan communal à Lausanne par le dépôt d'un certain nombre d'interventions au conseil communal demandant, et en ceci l'UDC a été soutenu, ce qui est quand même pas la coutume générale dans cette ville, demandant une sévérité accrue pour tous les détenteurs d'armes. On a étendu les détenteurs d'armes aux détenteurs d'armes blanches, couteaux, objets contondants et autres, dans les espaces publics et dans les lieux publics à l'intérieur d'une certaine tranche horaire. Alors, il y a un truc qui m'échappe là, précisément, c'est que vous êtes pour un durcissement sur les armes blanches, mais vous ne voulez pas d'un excès de législation sur les armes à feu. Absolument pas. L'excès législatif dont on parle, mais on en parle en sous-main, il est dans la question qui a été posée dans le matin, mais également par le biais de l'initiative populaire auquel j'ai fait référence tout à l'heure, interdire la détention d'armes. Donc là, on touche à la sphère privée. C'est le soldat qui n'a plus le droit de rentrer à la maison avec son arme d'ordonnance. C'est le collectionneur qui doit prouver son besoin. Comment est-ce que le collectionneur d'armes peut-il bien prouver son besoin de détenir des armes? Et c'est ça le problème, c'est véritablement là. Le problème, c'est qu'on est en train d'imaginer des lois en fonction d'un certain nombre de faits divers, aussi tragiques soient-ils. Oui, enfin, c'est quand même le but d'une loi, hein. Je veux dire, à part ça, non? Le but d'une loi est de s'appliquer au plus grand nombre, oui, et de garantir une certaine sécurité. Ouais, mais quel besoin a les soldats de rentrer chez lui avec l'arme? Pourquoi ne les laisse pas à la caserne? Alors, à quoi ça lui sert à la maison? Alors là, on touche, mais ça c'est un des points centraux naturellement de l'initiative du JSSA, on touche à l'institution même de l'armée. L'armée en Suisse, qui n'a plus tellement de supporters ces temps, et je le déplore, est une institution parfaitement intégrée dans l'économie. Pour venir d'une région qui est le pied du Jura, je sais ce que l'armée a apporté à la commune de Bière et à ses voisines. Intégrée dans l'économie, intégrée dans la société et responsabilisant la personne qui détient une arme. Il y a une notion de responsabilité individuelle qui disparaît automatiquement si on se met à légiférer à tout crin. Oui, cela dit, mais la question de fond que pose Marcelo Ibi, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une arme à la maison, que posent d'autres internautes, on peut citer entre nous, qui n'allaient pas aussi loin, mais qui disent « je me demande bien d'où vient cette férocité dans la défense des armes », et qui avaient précisé ensuite, d'autres internautes le faisaient en disant « pourquoi en avoir besoin d'une à la maison ?» Alors, l'institution... Est-ce qu'on a besoin d'une arme à la maison aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, Vous et moi, hein, je ne parle pas des forces de sécurité et de gens qui sont des professionnels de la sécurité. On a besoin... Alors, est-ce qu'on a besoin d'une arme à la maison? Il ne m'appartient pas d'y répondre. A priori pas. Moi, je suis d'une génération qui n'a pas connu la guerre. Je suis d'une génération... de temps à autre, ça ne reste pas une activité essentielle d'un citoyen de base. J'ai pas connu de mobilisation, j'ai pas connu la guerre. Ceux qui l'ont connu seraient probablement dans notre avis. Une des dispositions les plus efficaces de notre armée, c'est de pouvoir se mobiliser extrêmement rapidement avec des armes, puisque c'est le cas, parfaitement entretenues et en parfait état de fonctionner. Et ça, c'est un des points cardinaux du fonctionnement de notre armée de milice.
Il y a aussi des motifs financiers qui font qu'on ne peut pas payer. Malheureusement, on est en train de prendre toute une série de mesures d'économie qui contraignent à fermer les arsenaux, qui contraignent à fermer un certain nombre de points que l'armée détenait dans le terrain. Et on vient nous dire parallèlement, oui, mais alors il faut centraliser les armes dans des arsenaux, il faut développer des structures pour que le citoyen irresponsable n'ait pas une arme à portée de main au cas où il rentrerait fâché un soir. Alors, l'argument, c'est en temps de guerre, l'arme est nécessaire, mais en temps de paix, elle n'est pas forcément nécessaire. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est dire, s'il y a une menace de guerre, alors à ce moment-là, on revient à l'ancien système. Mais oui, mais comment vous définissez la menace de guerre? Personnellement, je n'appartiens pas au service secret. Ouais. Je ne sais pas aujourd'hui, on les lit dans la presse et on suit l'actualité, mais je ne sais pas aujourd'hui quelles sont les menaces qui planent. Je pense qu'on a peu de menaces quand même mais de guerre. Mais probablement, vous avez raison. Moi, je ne veux pas peindre le diable sur la muraille. Mais pour qui a lu un certain nombre d'histoires de pays tels la Belgique, par exemple, qui, à un moment donné, au début de ce siècle, a commencé de se désarmer, a commencé de s'affaiblir, a commencé d'abattre toutes ces structures de défense. La Belgique n'a pas pesé lourd dans les événements tragiques qui ont suivi. Je prends un exemple comme ça, mais je n'ai pas potassé mes livres d'histoire avant de venir. Ouais. Je pense que ce sont des arguments. Il ne faut pas négliger les menaces, même si elles sont lointaines. D'abord, il y a une question de distance. La taille de la Suisse est tellement réduite que se déplacer jusqu'à l'Arsenal et revenir ne peut pas prendre énormément de temps. Et ensuite, si on prend l'exemple de la Belgique, qui maintenant est un risque d'éclater, vous imaginez si un jour on vivait une situation comme ça, je pense inimaginable, le risque d'avoir les deux camps qui seraient armés. Si on prend l'exemple de la Belgique. Moi, je ne pense pas que cette situation est si inimaginable. Je ne pense pas. Honnêtement, c'est une histoire récente. Mais vous reconnaissez aussi qu'il n'est pas indispensable d'avoir des armes à la maison. Et aujourd'hui, il n'est pas indispensable. Mais quand même, le fait d'avoir son arme à la maison permet d'accomplir sans trop d'embûches ses tirs obligatoires. Et il risque d'inciter quand même à des actes de violence irrécupérables, irréparables quand même, comme le disait le professeur Rébis, qui paraît assez tomber sous le bon sens. Si j'ai une arme à disposition, je suis plus facilement incité quand même à commettre un acte. Bien grave, si j'en ai pas. Alors ça, c'est la logique même qui l'enseigne. Donc dans ce cas-là, le principe de précaution ne mériterait-il pas que nous disions, là, dans le principe de précaution, on dépose les armes sans les interdire, mais on les dépose dans un endroit en sécurité. Faites d'abord en sorte que la législation interdise et contrôle les détenteurs illégaux d'armes. Il y a une certaine catégorie de personnes dans ce pays qui sont présentes et qui n'ont pas le droit de porter une arme. Mais du fait qu'ils sont illégaux, c'est difficile de les contrôler. Je ne parle pas des personnes illégales, je parle des personnes parfaitement identifiées qui n'ont pas le droit de porter une arme ou de s'en servir et qui en acquièrent une frauduleusement. Mais alors ça reviendrait à poursuivre en particulier les personnes qui n'ont pas le droit de porter des armes, à contrôler ces personnes. Ça revient à multiplier les contrôles, ça revient à donner un certain nombre de moyens aux policiers, à toute une série d'agents de la force publique pour multiplier les contrôles. Mais quel type de contrôle vous imaginez? On irait dans les maisons de ces personnes pour voir s'ils ont des armes? C'est ça qui me fait un peu peur. Je ne suis pas opposé à la détention d'armes à la maison. Hein. Moi, je ne suis pas opposé. Non, surtout pas. Mais vous conviendrez quand même qu'il y a un certain nombre d'interdits, dont notamment pour celui qui n'a pas le permis de port d'armes, qui n'est pas convoyeur de fonds, bijoutier, quoi que ce soit, j'en sais rien, de se balader comme ça dans la rue avec une arme. Mais les policiers, ces personnes-là doivent être arrêtées, et elles doivent savoir les risques qu'elles prennent en se mettant en infraction par rapport à ça. Et je prolongerai volontiers la discussion, mais on arrive déjà au terme de ce débat. Je vous remercie d'y avoir contribué. La population aura l'occasion de se prononcer sur la question. L'année prochaine. L'année prochaine, puisque cette initiative d'abord sera débattue aux chambres, les États, et ensuite présentée à la population. Merci, messieurs. Merci. Pas de message loufoque aujourd'hui. Il y a bien Lucky Luke qui dit mais c'est pas drôle. Donc voilà, le débat c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Le journal revient demain à 18h30. Et vous le savez, d'ici là, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, vous passez une excellente soirée sur la télé. Bonne soirée, au revoir.